Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes lundi 4 juin 2018. Le plaisir pour nous de vous servir et de vous accueillir au compte de cette émission. Les GG, merci d'être au rendez-vous. Vous qui êtes de la région forestière, vous nous écoutez sur place à travers notre média, notre antenne régionale Espace Forêt 99.7 à Lola, à Beila, à Zérékoré, à Macenta, mais aussi à Yomou du côté de la Haute-Guinée. Vous nous écoutez sur 99 tout court à Kankan Centre, mais aussi dans la périphérie. 99.7 à Labé et à Bokeh, et du côté de Kindia c'est Kanyazik, notre média partenaire qui relaie cette émission. Le plaisir donc de vous accueillir à bord de cette émission. À la une, c'est peut-être le bégaiement le plus repulsif de la gouvernance Alpha Condé, l'indignation au summum au sein de l'opinion, une opinion publique qui reste abasourdie, tétanisée après que le chef de l'État ait cédé au chantage des ministres sortants en le propulsant ministre d'État de l'Environnement, des Eaux et Forêts, alors que celui-ci venait de refuser de prendre le poste de ministre de l'Élevage auquel il avait été nommé à la formation du gouvernement le 26 mai dernier. Conséquence, comme un agneau de sacrifice, c'est le seul vrai représentant du défunt parti du nouveau PM Kassori Fofana au sein de l'équipe gouvernementale, à peine installé dans ses fonctions, dans ses nouvelles fonctions, qui a fait les frais de cette surenchère hideuse, de cet asservissement bigrement avilissant pour la République. L'onde de choc va au-delà des clivages politiques. Question donc ce matin, que faut-il penser de cet acte pris par le président Alpha Condé hier soir? Ce décret peut-il être perçu comme un camouflet pour le nouveau Premier ministre et son gouvernement? Que doit faire le nouveau Premier ministre Kassori Fofana? S'y plier ou partir? On pose toutes ces questions ce matin dans les grandes gueules. Entre autres intervenants ce matin, Moualim Touré depuis Paris, Ahmed Kourouman du parti Groupe, Soriso aussi de l'ex-parti GPT et d'autres acteurs qui vont s'exprimer aussi sur cette actualité que nous allons développer en fil rouge tout au long de cette émission. La ville de Conakry défigurée, cloquée par les ordures, à peine les premières pluies tombées sur la capitale guinéenne, que celle-ci est déjà méconnaissable du fait de l'inexistence d'une politique viable d'assainissement et des errements d'une gouvernance pour laquelle la question de l'insalubrité est le cadet des soucis. Conakry se retrouve livrée à ces ordures qui, repoussées par les eaux de ruissellement, se reversent dans les rues et dans les concessions. Constat horrible ce week-end en banlieue, notamment dans les quartiers de la commune de Matoto. À qui la faute et comment remédier à cette situation? Nous posons le débat dans cette émission. Et puis, récente saisie de drogue à l'aéroport de Conakry, cette question qui n'est toujours pas tranchée. Qui de l'OCAD ou de la police ou encore de l'unité de ciblage des douanes guinéennes est le principal artisan de cette prouesse? Chaque entité continue de s'étirer la couverture. Monsieur Abdoulaye Sangaré, le commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry-Bessia, vous entendrez sa version des faits vers la fin de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Moussa Moïse Silla. Baka, bonjour. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Robert Sarah Koulemo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, un tour du côté de l'ambassade de France. Évidemment que... L'ambassade de France qui se bouge un peu. Oui, enfin, qui se bouge, mais de la plus mauvaise manière. Certes, on annonce, il y a un communiqué de l'ambassade de France qui annonce que désormais, ceux qui désirent obtenir des rendez-vous pour des demandes de visa à l'ambassade peuvent avoir la possibilité de le faire à partir du 5, mais sauf que la méthode... À partir de demain. À partir de demain, Les sauf que la grandes méthode instaurée par l'ambassade de France, ma foi, ressemble à une méthode d'escroquerie, parce qu'on ne peut pas demander... Comment ça? Si, il permet-moi d'aller jusqu'au bout, pourquoi les rendez-vous sont payants? C'est la grosse question. Je pense qu'il y avait une plateforme qui avait été mise par l'ambassade de France il y a quelque temps. Je vais t'expliquer. Oui. Je vais t'expliquer. Il faut te calmer. Je me calme. Il y avait une plateforme qui avait été mise en place. D'ailleurs, la plateforme, elle existe toujours pour d'autres ambassades, comme à l'ambassade de l'Allemagne, etc. Où vous allez en ligne, vous introduisez vos informations, nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, etc. Vous remplissez le formulaire avec votre email et on vous envoie une réponse dans la boîte mail. Une réponse qui vous indique
la date et l'heure de votre rendez-vous à Exactement. l'ambassade de France. Et c'était gratuit. Sauf que cette fois-ci, l'ambassade de France ouvre les rendez-vous, mais désormais, ce sont des rendez-vous payants. Ouais. Et qui sont gérés Les par un grandes prestataire gueules. privé. un prestataire privé et qui sont payables dans deux banques, notamment la Société Générale et la BCG, et vous pouvez appeler sur un numéro qu'ils ont mis en place, indiqué dans un communiqué. je crois que c'est le 8146, qui en plus de cela, le prestataire vous impose un calendrier auquel vous êtes obligé de vous soumettre, sauf que vous payez 170 000 francs guinéens pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade de France aujourd'hui. Et ça, sans compter les frais de Sans compter frais les de communication. 60 euros. Non, les frais de communication Oui, aussi. continuons aussi, sans compter les frais de communication et sans compter les 60 euros que vous versez au niveau du guichet de l'ambassade de France pour, dit-on, frais de traitement de dossier. Donc, si vous faites la comptabilité, vous êtes aux alentours de 80 euros que vous payez à l'ambassade de France sans que la garantie de visa ne soit effective. Donc, je veux dire que pour moi, en tout cas ma foi, c'est une grosse arnaque, c'est pas bien. On ne paye pas pour un rendez-vous, jamais je n'ai vu ça. En tout cas, du côté de l'ambassade des États-Unis, comme vous l'avez expliqué, ça se passe ainsi. Vous allez sur une plateforme, vous remplissez le formulaire et on valide à la fin du compte. À mon entendement, je n'ai pas fait toutes les ambassades, mais à ma connaissance, je crois qu'il n'y a aucune ambassade ici qui fait payer pour les rendez-vous, si ce n'est l'ambassade de France. Je suis d'accord. Merci, Roby. Allez-y, Tamba. Je pense que Roby n'est pas un habitué de l'ambassade de France. Envie, du tout. Grande gueule. J'ai pas envie, Contrairement. Attendez. Non mais sérieusement, Madame Corinne Imbert, elle en fait de ses humeurs. Pour moi, de toute façon, Tu veux pas la rencontrer? Pour moi, je veux pas du tout, parce que pour moi, je vais dire une chose, c'est que pour moi, on ne peut pas imposer à des demandeurs de visa de payer pour des rendez-vous. Vous pouvez imposer les frais de traitement du dossier, je suis d'accord. Je pense que les frais sont trop élevés. Aujourd'hui, il faut que le ministère des Affaires étrangères se bouge, il faut que l'ambassade de France arrête cette dictature, ce n'est pas normal. 170 000, un fonctionnaire guinéen gagne combien? S'il faut débourser 170 000 pour avoir un rendez-vous et que vous payez à la suite 60 euros et à la suite les frais de communication pour aller à une ambassade, et après, le drame c'est quoi? C'est que lorsque le visa vous est refusé, aucun de ces frais ne vous est restitué. Les grandes gueules. Mais là, alors là, vous avez parlé du ministre des Affaires étrangères. Il faut rien attendre de ce monsieur. Mais il est mou comme une chiffre, franchement. Hein. Ouais, allez-y. Alors, je disais que depuis plusieurs années déjà, c'est la procédure qui existe à l'ambassade de France. Ouais. Elle n'est pas, Vous en connaissez un rayon. elle n'est pas nouvelle. Vous en connaissez un rayon. Depuis plusieurs années, c'est cette procédure qui existe. À un moment donné, il existait la plateforme gratuite. Vous allez, voici ce qui se faisait, Roby. Vous allez, on vous donne un numéro quand vous versez l'argent auprès, par exemple, la Société Générale, j'ai aussi versé de l'argent. Vous allez à la Société Générale, par exemple, verser de l'argent, on vous donne un numéro sénégalais. Oui. Vous, Guinéens, on vous dit, pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade, auprès d'une ambassade qui est installée dans votre pays, vous qui êtes un pays indépendant et autonome, souverain. On vous dit souverain, merci du terme, vous êtes obligé d'appeler le Sénégal. Vous imaginez ce que c'est? J'ai été soumis à la même corvée, Tamba, oui. Mais toi et moi avons bien sûr, lorsqu'on devait aller à Lille, je crois. Tout à fait. On appelle donc le Sénégal. Vous patientez. Il y a cette musique qu'on vous fait, parfois en Wolof. C'est vous qui voyez, mais vous attendez, vous patientez pendant un bout de temps. Vos unités guinéennes se consument. Les grandes gueules. Alors ensuite, on vous donne ce rendez-vous-là. Souvent, c'est après 2, 3, 4 mois. Ça, c'était à l'époque. Alors, à l'époque, c'était 70 000 francs guinéens. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que l'on fait pour partir de 70 000 à 170 000. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Une augmentation de plus de 100%. Plus de 100% en effet. Ouais. Alors, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Il s'agit sincèrement de 130% d'augmentation sur le montant initial. On se dit, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les charges qui font que l'ambassade de France en Guinée soit obligée de majorer ainsi? Roby dit c'est de la dictature. Moi, j'ai envie de dire que c'est du colonialisme. Du néocolonialisme. Absolument, c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas venir s'imposer de cette façon-là. Maintenant, par rapport aux frais de traitement de dossier quand vous devez demander un visa, et moi, c'est un sujet qui m'a intéressé. Parce que je me suis sincèrement posé la question. Ce qui m'a interpellé, c'est la période d'Ebola. Vous savez, sous la période d'Ebola, l'ambassade de France en Guinée n'a pas fermé ses portes.
les gens continuaient de venir demander le visa. Sauf que 80 à 85% de demandeurs n'obtenaient pas leur visa. Ce jour, j'ai trouvé que la majorité des étudiants, pour ne pas dire tous ceux qui voulaient aller étudier en France via Campus France, imaginez que ce sont des frais qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de francs guinéens à l'époque. Et donc, la majorité n'a pas reçu le visa. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'à un certain moment, il faut que l'on se prenne au sérieux. C'est vrai. Quand vous avez l'affiche, on vous dit que les frais sont non remboursables. L'ambassade se réserve le droit de vous donner ou pas le visa. On va me dire c'est une nation autonome. Les grands cœurs. L'ambassade. Et si tout le concept, on le connaît. Mais j'ai envie de dire que ça devient un véritable fonds de commerce. Bien. C'est un véritable fonds de commerce. Et il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités. Que l'on dise à un certain moment que ces gens, certes, c'est un État souverain, indépendant comme la Guinée, mais ils sont implantés sur notre territoire et on ne peut pas traiter les Guinéens comme on ne fait pas les choses ailleurs. Comme des moins que rien. Allez-y, Moussa. Question ce matin, est-ce que les procédures qui prévalent au niveau de l'ambassade de Guinée, l'ambassade de France en Guinée, sont les mêmes procédures qui sont appliquées dans les autres ambassades françaises sur le continent africain? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Ouais. Alors, s'il se trouve que ce sont les mêmes procédures, c'est le même process, j'aimerais que les Guinéens prennent leur mal à patience et qu'ils puissent se tourner vers leurs responsables, c'est-à-dire l'État. En fait, que l'État, le ministère des Affaires étrangères notamment, puisse engager des discussions avec l'État français pour que cette procédure puisse au moins être allégée. Ouais. L'autre question, c'est aussi le caractère condescendant de cette dame, parce qu'il faut quand même, je l'ai dit tantôt avant, oui, mais c'est elle qui porte un peu celle qui porte un peu ce masque, c'est elle qui gère, c'est elle qui ordonne, c'est le diable à l'intérieur, c'est elle qui c'est la véritable patronne quoi apparemment elle est sur le départ là. Alors moi ce que je trouve c'est qu'il faudrait un peu de considération. C'est important que lorsqu'il y a ce genre de cri, lorsqu'il y a ce genre de réclamation, que l'ambassade ouvre les oreilles. Parce qu'on n'installe pas une ambassade rien que pour défendre les intérêts français en Guinée. Il y a aussi le fait que la France a des rapports, des partenariats avec la Guinée. Et du coup, il y a des échanges qui se font entre les deux nations, entre les deux États. Et ça peut amener donc des Guinéens à voyager en France et à revenir librement dans leur pays. Donc vous ne pouvez pas considérer tout le monde comme étant des immigrés clandestins, des futurs Gassama Mamoudou. On ne va pas tous pour escalader des balcons pour sauver un petit Français accroché à un balcon. Il y a certains qui gagnent leur vie là, ici ils partent, comme ça a été le cas de Tamba, c'est pour apprendre un peu, pour se donner un peu de savoir et revenir dans leur pays servi. Donc il ne faut pas voir tout le monde comme étant des potentiel immigré clandestin. Potentiel immigré, c'est pas normal. Donc il y a cela à revoir. L'ambassade ne peut pas se cloîtrer entre ces quatre murs. Il faut entendre les récriminations des Guinéens parce que c'est général. La dame Sayom Bamba, pour qui j'ai un grand respect, elle fait une sorte de tollé. Le martyr. Oui, elle fait un tollé sur la toile. Elle a été invitée en France, mais c'est quand même une invitation qui lui est parvenue. C'est par, je pense, des responsables du côté de la France. C'était un festival, mais elle a fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'elle vit de son art? Absolument. Mais si elle ne peut pas aller, elle a été avec son groupe, avec les Ali Bongo. Ils sont revenus. Voilà, moi, ils n'ont pas besoin de rester là-bas. J'estime quand même que c'est un peu difficile. J'ai appris que l'ancien ministre de l'administration du territoire, M. Alassane Condé, a lui-même été refoulé du côté de l'ambassade. Il n'a pas reçu son visa. Je pense qu'il y a certains dignitaires qui représentent la nation, qui représentent le pays. On ne peut pas agir à leur endroit de cette manière-là. C'est pas normal. Revoyez vos copies du côté de l'ambassade. Merci. Allez, Ahmed. Bon, c'est vrai que Moussa interpellait tout de suite l'ambassade, mais il faut signaler quand même que concernant les représentations diplomatiques, vous avez donc la section consulaire et vous avez l'ambassade qui gère donc les affaires politiques et le service consulaire qui gère donc tout ce qui est visa. Et donc l'ambassadeur en temps normal n'a même pas le droit de s'y mixer dans la délivrance des visas. Mais je pense qu'à l'état actuel des choses, ce qu'il faut faire, c'est que l'ambassadeur doit saisir le Quai d'Orsay tout en emmenant un courrier pour signaler ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui. Parce que c'est quand même une question de respect. Parce que moi, le reste, de toutes les façons, elle est sur le départ, elle n'est pas sur le départ. C'est pour prévenir.
C'est pour prévenir ce qui est en train de se passer que la Guinée n'a pas besoin de cela. Vous avez posé la question tout de suite, la bonne question. Est-ce que c'est pareil dans d'autres pays? Je vous dis non. Le 14 juillet dernier, vous avez suivi l'intervention de l'ambassadeur de France du côté du Sénégal? Non, vous n'avez pas suivi. Si vous avez suivi, il est sorti et il a dit désormais, tout en ce qui concerne les artistes, les journalistes, les footballeurs, toutes ces personnes-là, toute cette couche-là, désormais, il va falloir trouver un système de visa pour eux, pour les permettre de ne pas toujours se présenter au niveau de l'ambassade. Donc, il y a eu même des réformes à ce niveau. Mais pourquoi pas ce genre de réforme en Guinée? Et je dis bien qu'à un certain moment, il faut éviter d'être laxiste et lâche. C'est le mot qu'il faut utiliser. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez d'autres ambassades même qui existent en Guinée ici. On nous parle de l'ambassade du Brésil. On nous parle aussi de l'ambassade de l'Espagne. De l'Espagne. Écoutez. Mais qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, on ferme. Il faut les fermer. Les ambassadeurs tout simplement rentrent chez eux et on rappelle nos ambassadeurs. La collaboration n'a plus de sens. Je pense que c'est cela. Parce que, comme vous l'avez signalé, c'est pas tout. Quand on s'intéresse à ce dossier, ce n'est pas que pour ces citoyens lambda aussi, tout ça. Nos cadres, ceux qui représentent aussi la Guinée, ont besoin de respect. Quand j'apprends qu'il y a le secrétaire général d'un ministère à qui on peut refuser le visa, la deuxième personnalité d'un ministère, on lui refuse le visa alors qu'il doit se rendre en France pour une mission. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est plus que du mépris. C'est plus que du mépris. Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères qui s'est fait aussi refuser le visa à l'ambassade de France. On va avoir son témoignage cette semaine dans cette émission. Alors, c'est très grave. Il avait allé traîner là-bas, il n'a pas besoin, il n'en a pas besoin. Alors, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je dis, un Français ne peut pas décider aujourd'hui de venir en France, aller prendre son visa tranquillement, venir faire son séjour en Guinée, se promener sur nos îles et après prendre son avion et partir, et qu'un Guinéen ne puisse pas lui aussi décider d'aller faire un tour où il veut voir. Peut-être il faut appliquer la réciprocité. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette réciprocité la dernière fois. Je dis tout simplement que désormais, il faut refuser aussi le visa à chaque Français qui voudra donc venir en Guinée. Je pense que comme ça pourra marcher. On a vu ce qui s'est passé du côté du Sénégal. Abdoulaye Wade, je pense qu'au-delà de tout, il a été un homme. Il a été un homme. Parce que quand on a rapatrié des Sénégalais, il en a rapatrié. Oui, c'est comme ça. C'est la réciprocité. Je ne suis pas d'accord avec cette politique. Alors, pour ces Français qui ont des intérêts en Guinée, qui souhaitent envoyer des gens pour venir travailler en Guinée, c'est de votre responsabilité désormais de saisir vos autorités du côté de Paris pour expliquer la situation. De toutes les façons, c'est pas tout le monde qui veut aller en France ou même dans ces pays européens. Mais ceux qui veulent aller pour un but précis, je pense qu'il faut avoir le minimum de respect pour eux. Merci Ahmed. Mais nous on est dans l'aplatissement total ici. Laisse-moi rappeler ce message de Mumbi. Il dit pourquoi l'ambassade d'Allemagne, elle continue toujours à utiliser la plateforme en ligne et la France, elle fait payer pour les rendez-vous. Donc une manière de rejoindre l'analyse de Roby, il dit il faut rappeler qu'au début les ambassades de France et d'Allemagne faisaient payer pour les rendez-vous, mais depuis le 1er janvier 2017, elles ont renoncé à cette méthode au profit de l'inscription en ligne. Mais pourquoi ça revient alors? Allez-y. Alors, il faut simplement rappeler à Bakar qu'il est inutile ici d'invoquer le principe de la réciprocité, parce que c'est quand même un principe sacro-saint des relations diplomatiques aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'exiger de la France qu'elle se comporte de cette façon. Moi, je vais vous dire, là-bas à l'ambassade, ils avaient mon dossier. Zachary, célibataire. Vous savez ce que le monsieur il me dit? Il dit écoute, tu veux aller? Je dis mais oui, je suis là pour ça. Bon, présente-nous un certificat de mariage, tu vas partir. Les grandes gueules. Présente-nous un certificat de mariage et tu vas partir. Mais en fait, c'est la pratique. Ils ont conduit les gens à faire des choses comme ça. Comme quoi, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sûr, c'est la perspective. Et ceux qui viennent en Guinée... Vous n'avez pas d'attache solide dans votre pays. Oui, parce que tous les Français qui viennent ici sont tous mariés. Permet pas du tout. D'ailleurs, comment viennent-ils? Ils se réveillent un bon matin à Paris, prennent leur scooter, arrivent à l'aéroport, ils embarquent, ils arrivent. C'est ici qu'ils viennent prendre le visa. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et quand un journaliste... Et ce que tu dis, Ahmed, est tellement important que quand un ambassadeur dans un pays proche de nous, un pays limitrophe comme le Sénégal, il dit, pour des gens qui demandent très souvent le visa, on va trouver une démarche qui soit différente, qui leur permettrait de gagner en temps et de ne plus se présenter à l'ambassade. Est-ce que vous savez qu'à notre ambassade, on vous donne un visa pour 2 jours? 2 jours. Eh ben, oui, à l'ambassade de France, on te donne un visa pour 2 jours.
Ça existe, ça? Oui, mais je vous dis, pour des cadres en plus, Bien. les gens ils sont obligés de laisser tomber. Incroyable. C'est pourquoi ce n'est pas admissible. Allez-y, Moussa. Ce que nous faisons ce matin, Ouais. il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame, c'est contre la politique de certaines autorités publiques françaises. On ne s'adresse pas au peuple français, c'est différent. Ouais. C'est la politique qui est appliquée par certaines politiques, certaines les autorités. représentants de C'est l'État différent. français, Non, c'est hein, différent. eux, Pas la les- conséquence. pas les représentants de l'État français. en Guinée. C'est différent du peuple français. Non, c'est important, Roby, parle de qu'on fasse cette réciprocité, différence. hein. Oui, mais Parce que tout simplement, non, écoutez, vous Ça- savez, mais ça tombe ça sous peut l'essence, ça peut amener. clair. Moi, je pense que beaucoup, C'est clair dans la tête beaucoup de tout le monde. Beaucoup de Français peuvent ne pas être d'accord avec ce que Mais font, non, ce que on font les parle de autorités. réciprocité, Voilà, Moussa. moi, j'aimerais, Non, mais on arrête ça. ces représentants de l'État français, c'est ce que nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord avec. Il ne faut pas aller imaginer autre chose. Bien, Oui, allez-y, Ahmed. je suis d'accord avec ce que vous dites, Roby mais Bakar. je suis désolé, Moussa. Cette politique aujourd'hui fait que des Guinéens ne peuvent pas jouir de leur liberté de pouvoir circuler. Absolument. Aujourd'hui, vous avez des cadres qui veulent aller, mais dans ce cas, même ces Français qui ne sont pas pour, je suis désolé, ils doivent subir les rigueurs de la loi guinéenne. Cette rigueur de la loi guinéenne, c'est quoi exactement? C'est qu'il faut désormais, comme je le dis, jusqu'à preuve de contraire, refuser aussi le visa à certains cadres. Réciprocité. C'est clair. Peu importe, même si vous avez votre usine ici, ben on s'en fout. Il faut désormais cette réciprocité. Bien. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas comme ça, je pense qu'on on s'en sortira pas. Il faut faire respecter la République de Guinée. Et C'est puis- important. et puis- Ceux qui sont là-bas, et quand je dis ceux qui sont là-bas, je veux parler du ministère des Affaires étrangères qui est censé quand même jouer cette diplomatie guinéenne, doit respecter le peuple de Guinée. Vous êtes là-bas, c'est pour travailler pour les Guinéens. Pas seulement pour une question forcément de la France, mais un peu partout dans le monde. Mais si vous êtes incapable de faire cette réciprocité, je suis désolé, Bien. ça ne marche pas. Et Dans ce cette, cas, que ce ministre ouais. qui démissionne Ouais. et que celui qui est De compétent. toute façon, on voilà, ne sent pas du tout. Voilà. On ne sent pas du tout ses griffes sur la diplomatie depuis qu'il est là, Mamadi Touré. Et cette réaction de Istokera du côté du ministère de la Culture et des Sports, il y a depuis 2014 un arrêté conjoint signé entre les ministères français de la Culture, des Affaires étrangères et de la zone franche pour des visas de circulation. Je ne comprends pas trop. Je crois qu'il doit nous renvoyer le message sous une autre forme. Allez-y, Roby. Ce qui me choque, c'est que dans la plupart de l'argumentaire de refus de visa au niveau de l'ambassade de France, alors, vous avez vu, on vous donne la fiche. Dans la fiche, il est énuméré les documents que vous devez présenter. Alors, quel que soit le document que vous présentez, ou même, quel que soit même si vous présentez des documents de manière correcte, tous les documents énumérés dans la fiche de manière correcte, de manière légale. C'est-à-dire que vous ne faites foi d'aucune suspicion. Ouais. Madame Corinne Imbert, elle est capable de vous dire... Comment tu prononces Non, mais son nom? Ouais, il faut que son nom la revienne Ouais, même tout pas de le respect temps. quand même, hein. Ouais, donc, elle a du respect pour nous les Guinéens. Non mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'elle vous dit, vous ne pouvez pas prouver que vous pouvez Les grandes revenir. gueules. Ça veut dire quoi ça? Vous ne pouvez pas prouver que vous pouvez revenir? Ça veut dire non. Et 90% de son argument de refus de visa est lié à ça. Elle vous dit jamais non, vous n'avez pas donné tel certificat, Bien. vous n'avez pas tel. Elle vous dit simplement, vous ne pouvez pas prouver votre aptitude à revenir sur le sol guinéen. Eh ben, bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. On va progresser dans cette émission. Moussa Moïse, on s'intéresse à cet autre sujet. Ex-Sotelgui, une relance hypothétique. Je me pose, c'est pourquoi Guinée Télécom sommeille toujours, pourquoi ça ne marche pas? Il faut rappeler que c'est l'ex-Sotelgui qui est devenu Guinée Télécom, sur le papier. Sur le papier, mais il y a un décret quand même qui a été pris par le chef de l'État. Oui, justement, Voilà, c'est donc, sur le papier. Même le décret là est sur papier. Ouais, Ça, on te parle. donc, ce décret stipule que l'État reprend en pleine propriété tous les actifs inscrits dans les comptes de la Sotelgui au 31 décembre 2012. Donc ce décret permet donc à l'État de procéder au règlement de ce passif, le cas échéant dans le cas des accords spécifiques avec les créanciers. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Sotelgui, c'était quand même un navire qui avait complètement coulé. Et la question que je me pose, c'est que c'était un navire déjà qui était agonisant, qui était déjà mort. Et on trouve moyen de nommer un directeur général à la tête de ce navire inexistant, Saïd Koulibaly notamment. Ex-DG de l'ARPT. Exactement. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est quand même une société qui était complètement en faillite. Vous nommez un directeur général. Selon les informations, quand on nomme un directeur général à la tête d'une entreprise, d'une société, c'est une société quand même qui est fonctionnelle. C'est pas une société qui est soit liquidée ou qui a des problèmes de fonctionnement.
dans ce cas, vous nommez plutôt un conseil d'administration en attendant que la société puisse être mise sur les rails. Mais on a nommé un directeur général qui a pris fonction et qui ne bénéficie d'aucun budget. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des partenaires qui travaillent sur le dossier de la Sotelgui pour sa relance, qui travaillent directement avec le ministre des Télécoms. Les partenaires chinois, qui travaillent directement avec le ministre des Télécoms et qui ne partagent aucune information presque avec le directeur général qui est nommé quand même à la tête de cette entreprise nationale. Donc du coup, il n'a pas les informations qu'il faut, il se renseigne comme il peut avec ses propres relations, il n'a pas de salaire, c'est lui-même qui paye son assistante, rien. Depuis près de 2 ans. Depuis près de 2 ans, donc il n'a le contrôle absolument de rien. Alors donc, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas du tout mené à la gestion de la chose, il ne peut pas dire à quelle date précisément la Sotelgui, Guinée Télécom va renaître de ses cendres. Où est-ce que nous en sommes dans l'application de tout ce qui a été décidé pour sa relance? Parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre des Télécoms a dit que 50 millions de dollars, c'était insuffisant pour la relance de cette entreprise, avec la compétitivité sur le territoire national, qu'il fallait un peu plus de 100 millions de dollars. Mais qu'à cela ne tienne, il faut quand même communiquer. Il faut aussi permettre à celui qui a été nommé à la tête de l'entreprise d'exister quand même en lui donnant les moyens qu'il faut pour pouvoir subsister au niveau de la direction générale, en mettant également en application tout ce qui est contenu dans le protocole concernant la Sotelgui, mais rien de tout cela n'est fait. Moi, je veux rappeler quand même au ministre des Télécoms qu'on n'a pas besoin de lui donner des leçons sur ce que le numérique peut apporter à la Guinée. Il a voyagé, il participe à beaucoup de colloques. Le Rwanda ne mise pas sur le mines. C'est la 4e révolution industrielle. Voilà, le Rwanda ne mise pas sur le mines, c'est le numérique qui fait développer ce pays-là. Et nous avons la possibilité ici de jouir des retombées de ce monde du numérique, parce que tout simplement, ça peut apporter plus que les mines, ça peut apporter plus que les mines, mais on n'en parle pas. Il a bien fallu que cette équipe dynamique soit à la tête de l'RPT pour que beaucoup de personnes, notamment les députés, comprennent que l'RPT c'était quand même une régie financière qui pouvait engager beaucoup de fonds. Mais on peut en même temps en gagner beaucoup plus. Mais rien n'est fait, pas de communication, pas du tout. Le directeur c'est juste voilà, quelqu'un qui existe sur papier, à qui on ne donne aucun moyen, aucune considération. Vous parlez de qui? Saïd Koulibaly. Ensuite, l'autre question, c'est au niveau de la fibre optique. Pourquoi jusqu'à ce jour nous n'avons pas la 4G? J'apprends que les travaux d'installation de déploiement sont quasiment terminés et que cette fibre optique est aujourd'hui commercialisable. Une partie est donc commercialisable. Pourquoi on ne communique pas là-dessus? Nous avons une connexion de merde dans ce pays. Vous ne pouvez même pas, nous qui travaillons ici avec la connexion, on ne peut même pas télécharger un petit fichier. Apparemment, le ministre n'aurait pas confiance à l'équipe de la Sogeb. Est-ce qu'il a besoin? On n'a pas besoin de ces humains. Des gens travaillent sous le soleil, sous la pluie, pour installer tout ça. C'est un investissement de 230 millions de dollars. Mais moi j'estime, c'est un argument, c'est un faible argument. Le ministre doit prendre la parole, qui nous explique pourquoi on ne peut pas commercialiser cela. La Guinée a attendu, le chef de l'État l'a annoncé en toute pompe. Mais nous avons un pays quand même qui a comme des pays frontaliers qui ont un accès sur la mer. On a la possibilité de donner une connexion de haut débit à nos concitoyens et de développer par ricochet beaucoup d'entreprises, de start-up. On ne le fait pas parce qu'on a des a priori sur des gens. C'est pas normal. Il faudrait qu'on communique là-dessus. On en a marre que la Sotelgui sommeille jusqu'à présent. On en a marre également qu'on ne communique pas sur la fibre optique parce que c'est pas normal. On a besoin d'une connexion qui soit au moins dans les standards internationaux. Et la connexion qu'on a aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est une connexion de caméléon. Bien. Merci. Allez-y, Ahmed. Je pense que Moussa a parfaitement raison, on s'en fout des humeurs de quelqu'un. Si la 4G est prête, les Guinéens en ont besoin. Je fais confiance à tel ou je ne fais pas confiance à tel, c'est pas notre problème. Si vous ne faites pas confiance, envoyez dans ce cas un courrier au président de la République pour dire je ne fais pas confiance à l'équipe et comme ça vous allez prendre les dispositions qu'il faut. Mais la 4G ne peut pas être disponible et qu'on nous dise non, on ne fait pas confiance. Je pense que ce problème doit être réglé dès maintenant. Et puis concernant la Sotelgui, je disais toujours que ça fait partie des questions même de sûreté nationale. Aujourd'hui, un petit technicien peut se permettre d'écouter les conversations du président de la République. C'est clair, parce qu'il est sur les réseaux que nous tous nous utilisons. Absolument. On utilise les mêmes sociétés. La Société nationale de téléphonie doit avoir même des lignes dédiées pour la présidence, pour sécuriser les lignes du président, pour ne pas que les conversations du président passent n'importe comment.
Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas dans cette configuration. Et on trouve normal de ne pas relancer la Sotelgui aujourd'hui. Non, c'est grave. Heureusement, Ahmed, c'est une urgence. Heureusement, c'est Mouna Internet qui fournit Internet à l'administration publique. Ça ne suffit pas. Au moins, c'est une société de droit guinéen. Les grandes C'est une gueules. société de droit guinéen, Ouais. mais ici je vous parle de sécurité. Et quand je vous parle de sécurité et même de sûreté nationale, Je suis d'accord. je dis Oui, qu'il faut c'est- une société nationale. C'est en cela que je vous rejoins gère- en disant que, en l'absence de la Sotelgui, il y a au moins Mouna. une société de droit guinéen qui fournit l'Internet à toute l'administration. Effectivement. À commencer par Oui, la présidente. mais au-delà- Au moins, cela nous sauve un peu. Oui, Voilà. ça nous sauve, mais ça ne nous sauve pas sur le plan, sur la ligne que je veux donc aborder. Oui, Je dis allez-y. que c'est une question mais d'urgence aujourd'hui. C'est une question d'urgence parce que on ne peut pas continuer à avoir les mêmes, comme je l'ai dit, les mêmes systèmes qu'on utilise dehors Oui. à la présidence de la République. Ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai dit au président de la République, pour une question de confidentialité des dossiers d'État, pour une question de sûreté nationale, Oui. aujourd'hui, il est grand temps de relancer cette société, mais à une vitesse éclair pour sauver ce pays. C'est Bien. important. Ouais. C'est important. Merci Ahmed. Allez-y Roby. Il y a beaucoup de personnes qui s'agitent et qui Non, mais- souhaitent communiquer sur le dossier de la Sotelgui. Mais c'est- on va prendre contact avec elle après cette émission. Mais pour voir. Oui, allez-y. Mais sincèrement, Aboubacar Diallo, moi je ne vois pas Guinée Télécom naître sous, bon à part dans les textes, mais je ne vois pas Guinée Télécom naître sous Saïd et sous le Moustapha ministre Mamman. Diaby. Ouais. Pour la simple raison que je crains, je suspecte, je n'ai pas d'éléments On n'a pas là-dessus, de c'est preuves. que mon opinion. Donc je suspecte à mon avis une sorte de jalousie entre, De guerre entre les d'ego. deux, de guerre d'ego pour qui aura plus de renom, pour qui aura été le plus applaudi, le plus apprécié d'accord, ouais. de la gouvernance et aussi de l'opinion. Les deux ont passé à la tête de l'ARPT. Vous avez vu, on a tous pu apprécier la différence dans la gestion de cette régie financière. Moussa Moïse en parlait tantôt avec la gestion qui a été celle de Saïd Koulibaly, qui a quand même permis de voir l'ARPT autrement. Et il faut dire qu'à ce moment-là, force est de constater que la téléphonie s'est améliorée dans ce pays. Ouais. C'est un monsieur qui est, parce que j'ai pu quand même en avoir une certaine expérience, c'est un monsieur qui s'est confronté aux téléphonies. Vous savez, c'est une sorte de... Vu qu'ils ont de l'argent, les sociétés de téléphonie, Orange, MTN et tout ce que vous savez, vu qu'ils ont de l'argent, et vous savez, celui qui a de l'argent en Guinée, c'est aussi souvent celui-là qui commande et Dont qui la dicte, voix passe, ouais. dont la voix passe. Et donc, trouver un jeune comme ça, qui en plus d'être suffisamment formé, a le courage de s'opposer à de très gros bonnets comme Orange À des ou multinationales. MTN, donc à des sociétés de téléphonie comme ça, à mon avis, c'était quelque chose. Et on aura très vite compris que les magouilles, s'il y en a, les combines, s'il y en avait, n'auraient pas été possibles avec ce jeune-là. Du coup, on est obligé de travailler sérieusement, mais vous avez vu, avec les faux numéros qui reviennent, on en a parlé, le trafic sur les numéros aux appels internationaux. Aujourd'hui, ils sont revenus Oui, mais parce que de plus le belle. directeur qui est là-bas, il est Ils inexistant. sont revenus de plus belle. Il est complètement Il y a affreux. la difficulté aujourd'hui, Aboubacar Diallo, lorsque vous nommez, C'est ça. lorsque vous nommez Ça un dépend cadre, de Un financier. il faut qu'on soit sérieux. À la tête de- Il y a d'une des structure domaines, technique. il y a des domaines pour lesquels il faut nécessairement des techniciens. Absolument. Parce que l'État guinéen en a besoin. Nous sommes à un niveau où il faut que ceux qui sont à la tête sachent de quoi ils parlent, ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est la démarche. Effectivement. Saïd Koulibaly, c'était un cas comme ça. Mais de l'autre côté, le management qu'on l'a vu porter avec toute l'équipe de jeunes qui avait autour, ça avait donné une certaine vitalité. Mais il faut briser ceux-là qui font bien. On a le temps, Tamba, d'introduire ce sujet. Délit économique, le directeur de l'OGC épinglé par l'État. Épinglé, non. En fait, c'est- Encore en fait, c'est la Mais il y a suite. longtemps qu'il est épinglé. Bah, car il faut quand même Ouais, peut-être- convenir du constat. Sauf que des parfois on le collègues pince, on ici- le lâche, ici on ce le matin. pince, on Je le suis lâche. d'accord. Ouais, il faut absolument en convenir. Il faut simplement dire que c'est la suite d'une procédure. Vous savez par où on est passé jusqu'à en venir là où nous sommes aujourd'hui, au-delà des dénonciations. Ensuite, il y a eu ces missions d'inspection, il y en a eu 6 au total qui se sont échouées aux cotes de l'OGC, sur les cotes de l'OGC. Mais à un certain moment, je pense que la mesure a été prise par la présidente de la République elle-même. Ce sont des directives présidentielles qui ont fini par porter fruit, à la fois à l'OGC,
dont nous parlons ce Donc matin. le président s'est réveillé finalement. Dont nous parlons ce matin, et également à l'OGP, l'Office guinéen de publicité, que conduit Paul Moussa Diawara. Des directives présidentielles ont clairement... Paul Moussa aussi épinglé? Paul Moussa est concerné par des résultats d'inspection. Bien. On en parlera, Des grandes gueules. naturellement. Avec Paul Moussa Diawara, ce sera naturellement, il y aura. Je vais en lancer quelques éléments ce matin. Et demain, nous reviendrons, Dieu voulant, là-dessus pour en donner davantage d'informations parce qu'il a sa version à lui. À ce niveau-là, il y a achoppement à la fois sur le contenu des rapports, mais également sur l'exercice qui a été celui parce que du côté de l'OGP, Paul tout Moussa. est provisoire. Hein. Oui, tout est provisoire naturellement, mais ça n'empêche pas que l'on aborde le sujet à partir des informations que nous avons à ce jour. Alors, pour rappeler, parce que nos auditeurs nous suivent sur le sujet depuis un certain moment, le montant pour lequel, depuis des années en effet, Ahmed Camara, pour le montant pour lequel le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs a incriminé, il s'élève à 25 milliards de francs guinéens, 491 992 785 francs. Moi, je lis des chiffres. Hein. Tout à fait. Le syndrome... Correctement. Absolument. J'ai bien fait ma 3e année. Bien. Voilà, donc le montant pour lequel ce monsieur a incriminé, c'est celui-là que je viens de donner. Et naturellement, en guise de rappel, on sait comment tout ceci, l'OGP se nourrissait à partir du contrôle des chargeurs. On sait bien comment tout cela s'est fait. Alors la ministre de l'économie et des finances, à la suite de ces missions d'inspection qui ont été commanditées par la présidence de la République, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Dame Malado Kaba, a adressé un courrier au Premier ministre, Mamadi Youla, à l'époque, et ça c'était à la date du 4 mai 2018, donc ce n'est que tout récemment. Ce n'est que récemment, oui. Alors, pour faire court, à l'intérieur de ce courrier, la dame informe le ministre qu'à partir du 8 mars 2018, donc le 8 mars dernier, une correspondance a été adressée au directeur général de l'OGC, M. Sékou Camara, pour lui demander d'apporter les pièces qui justifient l'utilisation des 25 milliards qu'il incriminait. Le 8 mars 2018. Et ça, tout ceci devait s'organiser autour d'un délai d'un mois, donc de 30 jours, 30 jours francs qui lui ont été accordés pour chercher où est-ce qu'il pouvait trouver les justificatifs liés à l'utilisation de ces fonds et les apporter à la ministre de l'économie et des finances à l'époque. Alors, ça c'est bien le 8 mars. Le 21 mars, parce qu'il a accusé réception du courrier le 9 mars, le ministère de l'économie et des finances en a accusé de réception. Alors, ce qui va se passer, c'est que le 21 mars, M. Sékou Camara, imaginez 8 mars, 21 mars, plus de 15 jours s'écoulent plus de 2 semaines s'écoulent entre ces dates-là. M. Sékou Camara va s'adresser également à la ministre de l'économie et des finances pour lui demander une chose. D'abord, l'informer de l'absence donc du voyage de monsieur l'agent comptable qui a lui aussi été incriminé par la gestion de ces 25 milliards-là, pour informer donc à la ministre de l'économie et des finances qu'il ne pouvait pas fournir les pièces justificatives parce que tout simplement, monsieur Papa Barry, c'est comme ça que l'on l'appelle, monsieur Papa Barry serait en soins en France. Et oui, il n'était pas au pays, il était en soins en France. Donc il a demandé que le délai y soit davantage élargi. En réponse, la ministre de l'économie et des finances, le conseil juridique du ministère de l'économie et des finances et d'autres cadres ont dit qu'il n'y avait pas lieu de reporter le délai de 30 jours. Et que même si M. Papa Barry n'était pas au pays, il y avait la possibilité, si les tâches avaient été conformes, exécutées conformément aux principes en vigueur en termes de gestion des fonds et des deniers publics, il y avait la possibilité de fournir les pièces. D'établir la traçabilité. Exactement, d'établir cette traçabilité et donc d'apporter les justifs liés à l'utilisation du montant. La requête a donc été rejetée. Et ça, c'est le 21 mars 2018. Sauf que 2 mois s'écoulent. 2 mois s'écoulent entre la demande de Dame Malado Kaba, adressé au directeur général de l'Office guinéen des chargeurs pour fournir les pièces justificatives. 2 mois s'écoulent, au-delà du seul mois qui lui avait été accordé. Rien, mais je vous dis, rien n'a été fait. Alors, ce qui va se passer, c'est que puisque rien n'est fait pour apporter les justificatifs, la dame, dans le même courrier adressé au ministre de l'économie et des finances,
va préconiser un certain nombre de mesures. Premièrement, elle a demandé que soit démis de ses fonctions le responsable financier, le contrôleur financier, plutôt l'agent comptable auprès donc de l'OGC. Elle a également demandé que soit relevé de ses fonctions le directeur général par décret. Parce que vous savez, il y a été nommé par décret. Elle a demandé que ce soit une mesure qui soit définitive. Rappelez-vous surtout que le monsieur avait été suspendu un temps. Entre autres raisons, pour celles que je suis en train d'évoquer maintenant par monsieur Oye Guilavogui, qui a dû plier par la suite sous la pression de la communauté, de la coordination mandingue, et également de l'influence de certains ministres reperchés à la présidence de la République. Monsieur Oye Guilavogui a dû reculer. Donc la dame va demander cette fois que le monsieur soit purement et simplement démis de ses fonctions par décret présidentiel. Et c'était la deuxième recommandation que la dame va faire. La troisième recommandation, c'est de transmettre de manière automatique l'ensemble du dossier à l'agent judiciaire de l'État afin d'user des moyens légaux et contraintes dans la sauvegarde des intérêts de l'État guinéen. C'est la troisième recommandation. Et elle a demandé en quatrième et dernière recommandation qu'une commission interministérielle siège sur le dossier de l'Office guinéen des chargeurs, parce qu'on parle quand même de plus de 25 milliards de francs guinéens qui ont été qui se sont ainsi volatilisés dans la nature et pour lesquels aujourd'hui on ne sait rien. La lettre, le courrier donc a été adressé à monsieur Mamadi Youla jusqu'à date, sauf information contraire. C'est là que nous en sommes. Il n'y a pas eu de retour particulier. Jusqu'à la démission du gouvernement, ouais. Jusqu'à la démission du gouvernement. Je veux simplement sortir aussi ce document. C'est la décision de la ministre de l'économie et des finances, Dame Malado Kaba, qui a concerné la révocation de celui que j'ai nommé tout à l'heure, Papa Barry, monsieur Mamadou Saliou Barry, matricule 1100... finalement tu cales. Non mais finalement alors, tu cales. Matricule 116 662 cas. Bien. Concernant donc l'agent comptable, il a été démis de ses fonctions pour faute lourde. Le syndrome Alpha Condé. Monsieur, non mais moi ça ne m'a pas eu du tout. Bien. Le monsieur a donc été relevé de ses fonctions pour faute lourde. Et comprenez. Lui il a été relevé de ses fonctions. Relevé de ses fonctions par décision de Dame Malado. C'est jusque là qu'elle peut agir, non pas par décret qui concerne directement le président de la République. Et il faut dire, avant de rendre l'antenne, si tu permets rapidement, Aboubacar, en 30 secondes. Dans le même sillage. La dame écrivant au Premier ministre, M. Mamadi Youla, donc l'ancien Premier ministre, elle a demandé, concernant l'OGP, l'Office guinéen de publicité, deux choses. La première chose que la dame demande, c'est le remboursement d'un montant qui est naturellement issu des fonds. Vous vous rappelez du procès qui a opposé l'OGP aux téléphonies en Guinée, les fonds qui ont donc été versés à l'OGP, d'après l'inspection générale des Tamba, si tu permets, je vais simplement le citer très rapidement. La dame va demander le remboursement d'un montant de 14 milliards 840 millions 643 891 francs guinéens pour lesquels il n'y aurait pas eu de traces. L'avis de Paul Moussa Diawara, et on va l'avoir demain, peut-être au retour de la pause, Abakar, il sera important d'évoquer un autre montant naturellement, je te promets, pour lequel il y a demande de justification. On revient en tout cas dans la deuxième partie sur la suite de cette enquête sur le volet concernant l'Office guinéen de publicité dirigé par M. Paul Moussa Diawara. On marque une pause et on revient à retenir dans la deuxième partie, on revient sur ce décret, ce contre-décret pris par le chef de l'État au sujet du ministre Oye Guilavogui, donc qui a donc fini par faire plier M. Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.